Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le Sénégal apporte son soutien à la Palestine. Le président Macky Sall a appelé Israël et les Palestiniens à la désescalade. Il condamne le recours à la violence sous toutes ses formes. Au Kenya, la révision constitutionnelle lancée par le président est jugée illégale par la Haute Cour. Le processus est source de vives tensions dans la classe politique ces derniers mois. Et puis un employé d'une ONG humanitaire tué au Soudan du Sud. Leur convoi a été attaqué, a annoncé le bureau de l'OCHA. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président sénégalais Macky Sall a appelé l'Israël et les Palestiniens à la désescalade dans une adresse télévisée diffusée à l'occasion des célébrations de la Korité et de l'Ascension. Il a invité Israël à tenir compte de la situation et agir dans le sens de l'apaisement. Précision. Le président sénégalais Macky Sall a appelé jeudi Israël et les Palestiniens à la désescalade. Soutien historique des Palestiniens, le Sénégal préside depuis le milieu des années 1970 le comité onusien pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Proche du monde arabo-musulman, il a aussi des relations avec Israël, un des premiers pays à reconnaître son indépendance en 1960. Des voix s'élevaient au Sénégal pour presser le pouvoir de s'exprimer sur la crise. Le gouvernement a condamné le recours à la violence sous toutes ses formes entre Israël et les Palestiniens et réitéré son attachement à l'avènement d'un État palestinien viable, coexistant avec l'État d'Israël. C'est le lieu de prier pour la paix dans le monde, la paix en Palestine et en Israël. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel pour une désescalade, afin que la paix revienne et que les discussions saines et sereines puissent être engagées entre ces deux communautés dans le respect du droit international. Les musulmans du monde entier commençaient jeudi à marquer la fin du Ramadan, mais les festivités de l'Aïd el-Fitr sont assombries par les hostilités meurtrières entre Israël et les Palestiniens et mises en sourdine par la pandémie de coronavirus pour la seconde année consécutive. Au moins 83 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis lundi soir et plus de 480 ont été blessées par les frappes israéliennes contre cette enclave côtière à forte densité de population et sous blocus. 7 personnes ont été tuées en Israël par les tirs de roquettes du mouvement islamiste Hamas. Que se passe-t-il avec le fauteuil du Premier ministre en Côte d'Ivoire après Gon et Bakayoko qui ont laissé leur peau après des évacuations sanitaires en France? L'actuel Premier ministre ivoirien, à son tour, se retrouve en France pour des soins. Patrick Hachi a fait un malaise pour lequel son évacuation a été recommandée. Reportage. Patrick Hachi, 65 ans, se trouve en France depuis 3 jours pour des soins médicaux. Il est attendu ce vendredi en Côte d'Ivoire, selon des sources proches de la primature. Patrick Hachi s'est rendu en France par un vol spécial dans la nuit de lundi à mardi, à la suite de saignements intestinaux, selon une source ayant requis l'anonymat. Les autorités ivoiriennes n'ont pas communiqué jusqu'à présent sur le sujet ni répondu aux sollicitations de l'AFP. Patrick Hachi est le 3e Premier ministre que connaît la Côte d'Ivoire en un an après les décès subis des 2 précédents. Proche du président Alassane Ouattara, Patrick Hachi a été nommé le 26 mars chef du gouvernement, succédant à Ahmed Bakayoko, mort 2 semaines plus tôt à 56 ans des suites d'un cancer. Ce dernier avait lui-même succédé en juillet 2020 au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mort à 61 ans des suites de problèmes cardiaques. À la tête de son gouvernement nommé le 6 avril,
Patrick Achi a la difficile mission de poursuivre la politique de réconciliation nationale dans un pays à l'histoire récente marquée par les violences politiques à l'issue des élections législatives du 6 mars largement remportées par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir. Ce journal se poursuit. La fête du Ramadan tournée au drame entre deux groupes musulmans rivaux en RDC, malgré les garanties données au gouverneur de Kinshasa par les responsables des deux ailes rivales de la communauté musulmane pour célébrer ensemble la clôture du Ramadan. Malheureusement, un policier a été tué lors d'échauffourées. Suivons un témoin ainsi que le chef de la police pour plus de détails. C'est dommage. Les gens ont fait 1 mois de carême pour arriver ici à voir ces scènes de guérilla de riz comme ça, c'est désolant. Malheureusement, il y a eu des extrémistes de part et d'autre qui ne voulaient pas qu'il y ait réconciliation, qu'ils puissent prier ensemble. Ils ont jeté des projectiles, ils ont attaqué violemment les policiers. Nous déplorons à ce jour la mort d'un policier. Il y aura un procès, je crois, ce que je sache. Si pas aujourd'hui, demain, il y aura un procès pour que tout le monde réponde de ses actes. Parlons toujours de Ramadan. Environ 1500 fidèles se sont rassemblés en plein air dans un stade de Conakry, la capitale de Guinée, pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Les autorités guinéennes avaient autorisé les rassemblements dans le respect des mesures sanitaires en raison de la pandémie. Suivant l'imam du quartier Kiroté et président de la Cour des comptes de Guinée. On connaît aujourd'hui la sérieux de ce pays, les difficultés de ce pays. Et si on ne dit pas la vérité, nous les imams, on ne dit pas la vérité aux gouvernés et aux gouvernants, et ça va nous rattraper. Si on ne dit pas la vérité à nos riches, qui ont de moins, qui ont fait au moins la charité du marché, les prix sont élevés, le prix de riz, le prix de maïs, le prix de... Tout est cher. Donc c'est le bas peuple qui a payé ce prix. Et je pense que les autorités ont bien fait d'insister sur les mesures barrières qui ont été respectées au niveau des mosquées et également au niveau de l'ensemble de la population. Donc je remercie Dieu pour cela et je prie Dieu, le Tout-Puissant, de nous aider à combattre, à éliminer, à éradiquer cette pandémie. Je le disais en titre, au Kenya, le processus de révision constitutionnelle lancé par le président est jugé illégal par la Haute Cour. Ce processus de révision constitutionnelle est source de vives tensions dans la classe politique kenyane ces derniers mois. Les détails. La Haute Cour du Kenya a jugé illégal ce jeudi le processus de révision de la Constitution initié par le président Uhuru Kenyatta. Le bureau du procureur général a annoncé que le gouvernement ferait appel de cette décision. Connue sous le nom de Building Bridge Initiative, cette réforme vise notamment à diluer la règle actuelle du vainqueur rafle tout, considérée par le chef de l'État comme étant à l'origine des conflits post-électoraux à répétition dans son pays. Un référendum sur le sujet était en préparation, mais les 5 juges de la Haute Cour ont estimé que le président n'avait pas le droit d'enclencher une telle réforme et que seul le Parlement ou les citoyens en ont la possibilité. Dans leur décision unanime rendue ce jeudi soir, ils ont affirmé que le processus, qui avait fait l'objet de 11 recours différents déposés par des personnalités ou partis politiques, est donc inconstitutionnel, nul et non avenu. Des poursuites civiles peuvent être engagées contre le président pour violation de la Constitution, ont-ils ajouté. Le projet Building Bridge Initiative propose de modifier la Constitution de 2010 qui avait instauré un régime présidentiel en créant notamment un poste de Premier ministre, 2 postes de Premier ministre adjoint et un poste de leader de l'opposition. Cette révision a été suggérée par une commission mise sur pied en 2018 après une poignée de main historique entre le président Kenyatta et l'opposant historique Raila Odinga, qui avait promis de tirer un trait sur des années de contestations électorales et de violences politiques. Mais elle suscite l'opposition du vice-président William Ruto, supposé dauphin de Kenyatta, qui y voit une manœuvre pour l'écarter du pouvoir. Il estime que cette révision constitutionnelle créera un système permettant à Kenyatta et Odinga de se partager le pouvoir. L'élection présidentielle au Kenya est prévue pour 2022 et Uhuru Kenyatta, qui achève son 2e mandat, n'a pas le droit de se représenter.
Et puis un employé d'une ONG a été tué mercredi dans l'attaque d'un convoi humanitaire au Soudan du Sud. C'est ce qu'a annoncé jeudi le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, dans le pays. Le coordinateur de l'action humanitaire de l'ONU au Soudan du Sud, Alain Oundéou, a condamné ce meurtre commis par des criminels qui ont tiré sur un véhicule humanitaire clairement identifié, faisant partie d'une équipe d'organisations non gouvernementales internationales et d'agents de santé du gouvernement sud-soudanais se rendant dans un établissement de santé. L'attaque s'est déroulée dans le comté de Boudi, dans la région de l'Équateur oriental, située dans le sud-est du pays, qui a connu plusieurs embuscades en bord de route cette année, précise OCHA dans son communiqué. Les routes sont un lien vital entre les organisations humanitaires et les communautés dans le besoin. Nous devons pouvoir nous déplacer en toute sécurité à travers le pays, a déclaré Alain Oundéou, cité dans le communiqué. L'ONG néerlandaise Cordaid a confirmé dans un communiqué la mort d'un de ses employés, spécialiste de la santé reproductive, décédé des suites de ses blessures, après que le convoi dans lequel il voyageait, qui comprenait des véhicules exploités par Cordaid et Save the Children International, a essuyé des tirs d'assaillants non identifiés. Un de ses chauffeurs a également été blessé dans cette embuscade, a-t-elle précisé. Fin janvier, un employé de l'organisation humanitaire sud-africaine Joint Aid Management a été tué près de Bentiu, dans le nord du pays. Le Forum des ONG du Soudan du Sud avait alors rappelé que l'année 2020 a été marquée par une forte augmentation des assassinats humanitaires. OCHA avait indiqué en novembre 2020 que 9 travailleurs humanitaires avaient été tués dans le pays depuis le début de l'année, soit 3 fois plus que sur la totalité de 2019. Le Soudan du Sud est considéré ces dernières années comme l'endroit le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires, et ces meurtres surviennent dans un contexte de recrudescence des attaques contre les membres et convois de ces organisations. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.